Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Vous le savez, chaque semaine, on est avec Fernand pour parler de l'actualité du MMA et bien plus encore. Bonjour Fernand qui a une casquette. Attention, attention. On ne rigole plus du tout, hein. Est-ce qu'on peut la trouver cette casquette déjà? C'est un prototype qui va être droppé bientôt, mais il y a mieux quand même. Il n'y a pas que la casquette. Oh waouh! Oh Il y a, waouh! il y a quand même une tête de. Il y a une grosse tête de serpent, là. Waouh! Oh waouh! Tu sais ce que ça représente, ça? Bah ça représente Venom, monsieur. Bah voilà, Venom. Faut pas oublier la plus grosse marque de sport comme. Bah oui, équipementier numéro un au monde. Et c'est français. Et la Complètement. plupart ne le savent pas, tu vois. Donc, shout out. Merci parce que sans eux, on ne serait pas là. Waouh! Waouh, waouh. Bah oui, parce que le partenariat avec cette nouvelle salle MMA Factory court depuis quelques mois maintenant. Absolument. En parlant de nouveautés et de breaking news, ça a été officialisé par l'UFC. Nassourdine Imavov contre Joaquin Buckley pour l'UFC Paris. Alors, Alors oui, mais c'est bien, c'est officiel. C'est une bonne news. Moi, je vois qu'il y a des approches un peu mitigées, mais moi j'aime bien parce que parce qu'effectivement, je ne déroge pas. Ce n'est pas une manière de déroger à mon fameux on tombe vers l'avant. Oui, on a essayé de tomber vers l'avant, mais quand l'avant, il n'y a rien pour tomber dessus, tu laisses tomber, puisqu'il y avait deux personnes disponibles. Le numéro 3 mondial, l'Italien Marvin Marvin Vettori. Vettori, a décliné l'offre. Il a même repensé une deuxième fois. Ensuite, il a redécliné. Et puis, le numéro 7 mondial, Derek Bronson, a décliné l'offre. Il a dit que peut-être en fin d'année, il pourrait l'accepter, mais là, tout de suite, il ne se sentait pas de le prendre. Donc, voilà. Il n'y avait plus personne. Et donc, le choix se posait à dire, est-ce que tu t'assois et tu attends décembre, peut-être janvier pour combattre parce qu'il n'y a personne devant toi qui est disponible ou est-ce que tu combats? Mais donc, du coup, c'est là où intervient mon conseil. Mon conseil, c'est priorité tomber vers l'avant. Deuxième priorité, être actif. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui sera actif sur une FAT 4 qui est à Paname. C'est quand même chez lui Paris. Et donc, avoir un renfort de sa part, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui n'est pas classé dans le ranking du top 15, mais cependant qui juge d'une certaine hype. Et donc, du coup, le véritable truc sur les personnes qui sont classées derrière toi, c'est que c'est un épée de Damoclès. Tu gagnes, bah, rien ne change. Tandis que si c'est les conversations avec le matchmaking, c'est que si jamais il gagne, bon, on continue à tomber vers l'avant, quoi. Puisque là, il y aura les chaises musicales, le jeu de chaises musicales qui se met en place et donc il va pouvoir trouver sa place et combattre certainement en top 10 voire top 5. Mais s'il perd, c'est compliqué parce que du coup, tu te retrouves derrière la 26e place parce que le mec qui t'a battu était derrière toi et lui, il prend ta place. Grosso modo, voilà un peu le truc. Et non, je suis pour l'activité. Je pense que l'activité, c'est important. Je pense que à l'impossible, nul n'est tenu. Il a essayé, on a essayé, il a demandé tout ce qui était disponible, on n'a pas pu. Et puis, on souhaite que le main event se passe très bien à Paris. Toutefois, si jamais il y avait le moins de soucis, on serait en pole position pour rendre un service. C'est-à-dire, Parce s'il y avait le moins de soucis sur le main event à Paris, Nassoudine Imavov se rendrait disponible pour rendre service à l'UFC. ah d'accord, ah donc passer en main event carrément. En commun. D'accord, ah oui, oui, ok, ok, ok. Ok, oui, parce que c'est Marvin Vettori contre Robert Whittaker qui passera en main event, et donc co-main, ce serait Nassourdine contre Joaquin Buckley. Non, Ou non? Attends, parce qu'on a Robert Whittaker contre Marvin Vettori en co-main event, hein. absolument. Ok, S'il y a une blessure, ok. Ah, toi, tu penses qu'en gros, s'il y a une blessure, on a un main event qui ne bouge pas. ok.
qui est Monsieur Tsubasa contre Silgan. Mhm. On a un commun event qui ne bouge pas. Ok. Si jamais il bougeait et qu'il y avait une blessure, Ah oui. et que celui qui reste était tenté de prendre un short notice, l'option a été présentée en disant on est chaud. D'accord, ok. Ah oui, carrément. Bah, quitte à tomber vers l'avant, Oui, il faut oui. tomber vers l'avant. Oui, non, complètement. Complètement. Ok. Donc, Donc, attention, oui. combat pas facile. Ouais. Berkeley, combat pas facile du tout. C'est un très bon. C'est un combat qui tient la route. Le gars est beaucoup moins classé que Nassourdine, mais on sait qu'il est capable de tout. Il est capable de faire des KO. Il a juste été le KO de l'année dernière. Hein, donc, c'est quelque chose d'important, de fantastique. Il a une grosse pression qu'il met sur ses adversaires. Le dernier combat qu'il a fait était magnifique. Grosse pression, très bonne anglaise, des jambes qui partent comme des fusées, des middle, des low kicks, des high, enfin, il y a tout quoi. Donc ouais, on s'entend une belle guerre et surtout une belle lutte aussi, parce que quand on voit son combat qu'il a fait contre Abdul Razan, qui est juste l'un des meilleurs judokas à l'UFC, mais il a fait tomber un nombre incalculable de fois. Donc, ouais, c'est un combat qui s'annonce très intéressant. Et pour la petite histoire, les deux se sont rencontrés déjà sur deux UFC. Et il y a toujours eu ce regard en chien de faïence et tout, où tu sentais que ça va partir un jour, tu vois. Il est très... Et en parlant de ça va partir, là, moi, j'ai kiffé. Parce que si Cyril, ok, il est un petit peu timide de ce côté-là, Nassourdine, pour le trash talking, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème. Si on le pique, il n'y a pas de problème pour répondre. Est-ce que toi, t'as bien aimé ce qui s'est passé sur Instagram? Oui, moi, ça ne m'étonne même pas du tout. Nassour, il est chaud à mort. C'est que il est juste ultra respectueux de par sa culture, de par son éducation. Il va jamais être le premier à rentrer dans une espèce d'étalage et tout, de menaces ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais cependant, Nassour, c'est sûr que il s'adapte très, très vite au côté Hollywood, quoi. C'est qu'il n'a vraiment pas de problème. Il est vite, mais si tu le provoques, il se frotte les doigts. Il se dit, bon, tant mieux, moi je vais apporter le show. Tu veux faire le show avec ta langue, je vais faire le show avec mes bras. Donc, si tu veux, non, ça ne m'étonne pas du tout. Ça a toujours été, c'est vraiment purement national. Euh, c'est le seul mec qui kiffe vraiment le fait qu'on le provoque, vraiment le public. C'est-à-dire que quand il y a eu la première fois qu'il a combattu, puisqu'il a commencé à combattre pendant le Covid, la première fois qu'il a combattu avec public, et il était en transe. C'est assez bizarre, tu vois, parce qu'en général, ces genre de personnes, ils sont assez timides, ils sont assez posés, réservés. Et donc, dans le posé, réservé, tu te dis, bon, moins il y a du monde, moins ça arrange. Mais non, Nassou, il aime ça, quoi. Ça lui fait du bien. C'est que s'il pouvait prendre un bain de foule comme certains stars plongent dans le public et tout, il prendra un bain de foule, tu vois. Ça le galvanise, ça le met bien, il est bien. Et donc, je pense vraiment que ça peut passer. Parce qu'en réalité, pour la petite histoire, on, quand on a souvent voyagé, on se retrouvait dans les mêmes bus souvent. Et lui, Joachim Buckley, il est extrêmement bavard. Mais genre, si on a pris les bus 3 fois, ça a toujours été le plus bavard du bus. Mais genre, il parle à tue-tête et que tu sois devant ou derrière, tu l'entends fortement. Et à chaque fois, t'as Nassour qui est là qui dit, il peut pas s'éteindre, lui. Il peut pas s'éteindre, lui. Et les deux, ils descendent, ils se croisent. Les coachs, on se salue et ils se regardent toujours en mode, tu vois. Et je rigole, tu vois, on rigole, on dit, mais Nas, qu'est-ce que t'as? Je dis, mais non, j'aime pas, il parle trop, là, tu vois. Et donc, ouais, je pense que c'est le bon combat pour qu'il puisse s'exprimer différemment. Et ben voilà, en tout cas, vivement le 3 septembre prochain. Et puis en plus, il y a une blessure, un Nassourdine est présent pour pallier à ça, on sait pas. Donc on est bien d'accord, hein, ces blessures pour remplacer le co-main event.
Yes, sir. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, Vettori Whittaker, attention. Bien, et donc ça arrive le 3 septembre prochain. On avance avec ce qui s'est passé le week-end dernier, donc le choc des Rafael entre Rafael Fiziev et Rafael Dos Anjos. Malheureusement, ça s'est mal passé pour le Brésilien qui s'est incliné par TKO au 5e round, tout début de 5e round. Est-ce que toi, t'y crois un petit peu à Fiziev, donc 6e victoire consécutive, pardon, 5e bonus consécutif à l'UFC. Est-ce que là, on est sur quelqu'un qui est calibre contender ou bon? Oui, on y est. Il n'y a pas beaucoup de monde devant lui. Attention, il y a des tueurs à gages. Il n'y a que des tueurs à gages devant. La KT, elle est monstrueuse. Mais cependant, quand tu as battu RDA, tu ne peux qu'être appelé potentiel contender. Tu es un challenger. C'était pas encore le challenger officiel, mais quand tu bats RDA de cette manière, il y a très peu de personnes qui ont pu finir RDA. En gros, si on lit les stats, je pense que Covington ne l'a pas fini, Ousmane Camaro ne l'a pas fini. Je pense que non, il y a eu Jérémy de mémoire, il y a Jérémy Stephens et puis voilà. Eddie Alvarez pour le titre. Leon Edouard ne l'a pas fini, Griffin ne l'a pas fini. Enfin, il est compliqué à battre RDA. Et c'est le classement des RDA, il est déjà violent. Le mec a été numéro 1, mais surtout dans le all-time ranking, il a des palmarès de ouf. C'est qu'en lightweight, il est 7, il est encore 7e aujourd'hui. En welterweight, il est 26. Et en absolu, tous les rankings confondus du monde entier, all-time, il est 29. C'est impressionnant. Donc, RDA, c'est quelque chose, c'est un gros nom, c'est un phénomène. Et le battre comme ça, quand tu es à ton 7e combat à l'UFC, 6e victoire. Donc, il a démarré, lui, Fiziev avait une défaite. Ensuite, il a enchaîné. En plus, il fait des gros combats, hein, des longs combats. Il va à la décision 3 fois. Il a eu effectivement 3 finishes, mais il y a 3 fois, il va à la décision. Mais quand tu vois le nombre de bonus qu'il se prend, tu te dis, bon, ça peut être, ce sont des très beaux combats. Tu vois. Ce qu'on voit, c'est des très beaux combats. Alors, son call-out... de Rafael Nadal. Pourquoi Rafael Nadal? D'ailleurs, juste quand tu vois des trucs comme ça, est-ce que tu trouves que c'est une erreur énorme ou pas? Pourquoi? Ou tu te dis ça fait marrer un petit peu la galerie, c'est pas mal, ça fait parler de lui? Je pense qu'il a fait un vrai call-out à un moment donné. Et il a call-out Justin Gaethje. Donc, moi qu'on puisse transformer ça et qu'on veuille regarder à côté, c'est un vrai call-out sur lequel le match il est bon. En plus, il n'est pas le premier à call-out Justin Gaethje. Je pense qu'il y a aussi qui l'a call-out. Gamrot a call-out. Voilà, il y a Gamrot qui l'a call-out. Toi, tu préfères qui, Gamrot ou Justin ou du coup Fiziev contre Justin Gaethje? Oh, je préfère Fiziev. Au niveau du style, ça va être un super combat. Striking, parce que du coup, le striking va faire qu'il y aura moins d'hommes, tiens. Ouais. Exactement. Ah oui, il y a quelqu'un qui va mourir, c'est sûr. Mais oui, moi aussi, je préfère voir Justin Gaethje contre Fiziev. Et puis, comme je t'ai dit encore, alors, je pense très sincèrement qu'il y a du monde, il y a des gens qui savent et qui sauront comment battre Fiziev. Il n'est pas prêt encore pour le title shot maintenant. Je pense que il y a des matchmaking, si on lui met, ça peut être compliqué. Il faut se rendre compte du ranking. Si on regarde le ranking, on a McGregor qui est 12e. D'ailleurs, je pense que... Mériter sa position, d'ailleurs, ou pas? Non, je pense qu'il pourrait reculer plus encore. Je pense qu'on le garde là. C'est bien qu'il soit là parce que... au vu de tout ce qu'il a fait, c'est pas si démérité que ça quand même. Il a fait des trucs de ouf quand même. Ah non, c'est clair. Mais c'est ça que je suis partagé avec l'UFC. C'est que d'un côté, le classement, ça se mérite sportivement, mais on voit qu'il y a aussi le côté service rendu à la compagnie. C'est ça. Pas que service rendu à double champ. À l'UFC, c'est pas n'importe quoi. Hein. Le premier. Il y en a combien de doubles champions? Le premier double champion, on le refait pas reculer comme ça des trucs, tu vois. Et puis ensuite, Fiziev est 10e aujourd'hui. Mais devant lui, il y a qui? Tony Ferguson, 9. Gamrot, 8.
RDA 7. Donc, du coup, demain, mardi, ça va être Filière qui sera 7e ou 6e. Et, et puis, RDA sera derrière. Derrière lui, il y a Benil Dariush qui est 6. Il y a Chandler 5. Il y a Islam Makhachev 4. Justin Gaethje 3. Poirier 2. De bronze, Oliveira 1. T'as vu ça? Comment tu traverses ça? Je pense que c'est la poule de la mort. C'est comment tu traverses cette zone-là. Il y a des mecs qui seront, Islam Makhachev, ça peut être un poison total pour Fiziev. Dariush, ça peut être un problème pour lui. C'est chaud. Effectivement, Tony Ferguson, c'est pas un problème pour lui. Il va le traverser. Voilà. Je ne vois pas Fiziev faire un match équilibré avec Poirier. Poirier, Diamond il va le tuer. Donc, si tu veux, il est ultra impressionnant, Fiziev. Son rôle est magique. Mais cependant, c'est chaud. Hein. Il est dans un couloir très compliqué. Les mecs qui restent debout là, ce sont des tueurs. C'est chaud. Mais d'ailleurs, toi, tu ferais comment pour cette catégorie-là? Pour cette catégorie-là, en fait, on a vraiment l'impression que tu regardes le top 5, t'as les mecs qui sont un peu dans leur fauteuil, ils font partie des meubles, et t'as tous les nouveaux là qui sont en train de pousser salement, mais on n'a pas, tu vois, justement, entre les Gamrot, même Tsaroukian qui a perdu contre Gamrot, mais bon, je pense qu'il fait flipper tout le monde. Il y a aussi Grégor Gillespie qu'on oublie un petit peu. Là, on a maintenant Fiziev, on sait pas trop contre qui les mettre, parce que t'as vraiment une grosse différence, en tout cas sur le papier, de niveau entre les anciens et les nouveaux qui arrivent. Moi, je pense que ça va se faire seul. Il n'y a pas besoin de forcer. La sélection naturelle va sortir certains. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd chez Fiziev. Tu vois, on voit quelque chose. Le gars, il a 93% 92% de défense de takedown. Mm-hmm. C'est un chiffre qui n'est pas à négliger, tu vois. Avec le mec, depuis qu'il a mis ses pieds à l'UFC, tout le monde essaie de le faire tomber, tu vois. Et il maintient quand même un truc au-dessus de 90. Alors, en un combat, tout peut exploser. Hein. Cyril était à 100% des défenses des takedowns, hein, jusqu'à ce que tout se casse la gueule d'un coup. Hein. Donc, mais encore une fois de plus, je pense que ça va se faire naturellement. Je pense que les anciens sont en train de laisser la place. Je ne vois pas comment aujourd'hui RDA va survivre. RDA, il ne devrait plus affronter un mec du top 10. On devrait amener RDA à affronter un mec du top 20, histoire de récupérer un peu, qui se refasse un peu un cerveau, qui remonte un peu la pente et qui revienne. Ça va être dur de vouloir rester dans la compétition avec le top 10. Je ne te parle même pas du top 5. C'est effrayant. Et on n'en avait pas parlé justement. Toi, Gamrot, est-ce que lui aussi c'est un talent qui t'impressionne, ou là t'as peut-être un petit peu plus tempéré à ce niveau-là? Ultra impressionnant. Il est ultra impressionnant. Je trouve juste que il y a beaucoup de gens efficients devant lui. Il est impressionnant, mais il le fait en mode dépense énergétique. Et il y a une grosse débauche d'énergie de la part de Gamrot, d'ailleurs de la part de Plessis, comment il s'appelle? Duplessis, ouais. Duplessis, ouais. Duplessis aussi, c'est le genre de mec, bon, il gagne, il est impressionnant, il foudroie les gens, mais quand tu vois ses entrées, tu te dis qu'il va mourir un jour, quoi. Enfin, il démarre comme un mec qui n'a jamais fait le sport, il court vers le gars pour faire une entrée, et tu sais pas comment il suit, mais il a une endurance, voilà, quoi. C'est que on dirait que plus le temps passe, plus il frappe fort. C'est que vous commencez le round, il est à 98% de frappe. Vous arrivez au 3e round, au 5e round, il est à 110% de frappe. Enfin, il t'envoie des bouches d'égout, des faits à repasser. Tu dis, ça sort d'où? Et c'est impressionnant. Je pense que Gamrot, c'est un problème pour la division, mais il va falloir qu'il s'affine un peu et qu'il laisse place à un peu d'espérance, jouer pour qu'il ne soit pas tout le temps au rouge, qu'il ne soit pas toujours en train de faire une grosse dépense énergétique où tu te dis, bon, là, il a allé chercher trop loin. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord que la plupart des champions sont des personnes qui sont efficients. Il y a de l'efficacité, mais avec une notion d'économie d'énergie.
Peut-être parce que les champions, ils arrivent champions avec de la maturité. Tous ceux qui sont champions sans avoir de la... Il y en a très peu qui arrivent en moyenne, on sait que les champions débarquent là quand ils sont autour de 33-35 piges. Et c'est un âge en sport de combat où la personne est vraiment mature, où elle est posée, où elle comprend que si je peux contourner le problème et ne pas aller en frontal, je le contourne. Et donc, je pense que c'est ce qui manque à Gamrot, mais à coup sûr, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et ben voilà, donc affaire à suivre pour Gamrot. D'ailleurs, j'en profite, ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de l'actualité. C'est Chris Curtis qui remplace Darren Till pour affronter Jack Hermanson, et j'ai vu ça sur Twitter. J'ai plus le nom de la personne, mais c'est le gars qui est très actif pour tout ce qui est breaking news d'annonce de combat. Il avait posté le tweet de l'affiche d'Ares 2 qui était prévue à l'origine, donc Ares 2 qui devait se dérouler en Belgique, avec un Nassourdinimavov contre Chris Curtis. Donc dans un univers parallèle, on aurait pu avoir ce combat à Ares Fighting. Est-ce que tu t'attendais pour les deux à cette trajectoire et de dire que 2 ans plus tard, il serait à ce niveau-là? Non, je ne le voyais pas comme ça. Je savais que Chris Curtis, c'était un gros talent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voulait sur Ares. C'est pour ça qu'on l'a signé sur Ares, Chris Curtis. Mais ce qu'il vient de faire là, des step in là, pour prendre la place de Darren Till, c'est royal, c'est génial de sa part. C'est vraiment la philosophie de tomber en avant. C'est le mec a signé à l'UFC quand Nassourdine avait déjà fait un combat à l'UFC. Il est arrivé après Nassourdine, il a remonté la pente et aujourd'hui, il est en termes de classement, il va beaucoup plus haut. C'est très courageux de sa part. Il montre beaucoup d'espérance, beaucoup de technique et il est à craindre, il est redoutable. Je suis impatient de voir leur run, à quel moment ils vont se croiser. Mais fatalement, ils vont se croiser, Nassourdine et lui. Et je suis fier de mon équipe de matchmaking sur Ares d'avoir euh, prévu ce combat déjà un peu plus tôt, avant même que les deux ne soient signés à l'UFC et que ce combat ne se soit pas fait. Il y a beaucoup de combats comme ça sur lesquels ce sont des combats qui auraient pu avoir lieu à l'UFC. Que si le combat de Abdulagimov, Karl Amoussou se passait à l'UFC, on ne bouderait pas la Fat Card, quoi. C'est pas, on ne serait pas choqué. C'est un combat aujourd'hui, Abdul est brutal. Il est intelligemment brutal et ça a sa place sur un. C'est que si on mettait, quand tu vois ce que l'UFC propose comme main event aujourd'hui en Fight Night, si on mettait un main event de Abdul contre. J'ai proposé récemment au matchmaking de l'UFC ce combat-là, qui est quelque chose de bien. Yann Gary contre Abdul. Et donc même pas de sas de décompression, quoi. Non, dans la foulée, il faut le lancer dans le grand bain. Attention, est-ce que tu sais les classements des deux? Est-ce que tu sais ce qui valent les deux? Alors pas du tout. Là, moi, je me base juste sur les dernières performances de Yann Gary à l'UFC. Attention, tu as vu les dernières performances de Abdul? Tu veux que je te rappelle qu'il a quand même soumis un vétéran de l'UFC et tout et qu'il a fait des choses. Non, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé? Yann Gary, irlandais quand même, donc c'est pas loin de chez nous. Il est classé 99 mondial et Abdul est classé 70e mondial. Wow! Ah ouais! Tu savais pas ça, hein? Ah, je ne savais pas ça. Et bon, par contre, la philosophie de tomber vers l'avant. Ah là, c'est pas vers l'avant. Là, c'est grave vers l'avant. C'est ça? Bah oui, mais du coup, pour Abdul, vu qu'il est 70e, maintenant il est tranquille, Abdul. Waouh! Non, c'est pas la question. C'est que tu peux être 70e, mais si tu es au UFC, oui, tu vois, avant que je te donne le classement, avant que je te dise qu'il est 70e et que l'autre est 99e, toi, tu as dit, c'est chaud, pas de sas de décompression. Ça veut dire que ta visualisation, ta vision que tu avais Yann Gary, c'est là. Sauf que tu sais pas qu'en réalité, sur le classement et le nombre de personnes, parce que faut qu'on explique bien les choses aux gens. Les gens, peut-être, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'algorithme de Fight Matrix. C'est pas, tu peux arranger ta carrière et t'arranger à prendre des mecs qui sont pas forts,
qui t'apporte un palmarès énorme où tu te retrouves à 22-0. La réalité, c'est que l'algorithme tient compte de qui tu as affronté. L'algorithme tient compte du nombre de défaites et de victoires de tes adversaires. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, Yann Gary qui est en train de performer comme un malade mental à l'UFC et qui arrache tout à l'UFC, dont on voit le futur, bah, il est classé 99 mondial quand Abdouragimov est classé 70 mondial. Dis-moi si c'est pas un combat que tu as envie de voir à Paname. Ah oui, d'accord. C'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Et à ce sujet-là, est-ce qu'on a des news? Est-ce qu'on a des news pour Monsieur Abdouragimov ou pas? Non, pas de news, rien d'officiel. Dès que j'aurai les news, je penserai à toi. Mais pas en primaire, parce que j'ai promis à un média que j'allais leur donner la Oi, oi, primeur si oi. j'avais ça. Oi, 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 Bah c'est oui, terrible. je suis obligé de C'est tenir ma terrible. parole. C'est J'ai terrible. C'est promis terrible. à, j'ai promis à Culture MMA Oh, c'est que terrible. si jamais j'avais une news sur Taylor ou Nassour, Abdul qui était une news avec le papier en main, le contrat Oh, en main, wow. voilà, je venais vers eux, mais tant que je n'ai pas Oh, wow. imprimé le papier et que je peux montrer le papier, je ne dis rien. Mais il y a des discussions, on est d'accord. Ouais, plus que des discussions, on s'avance. Ok. Mais encore une fois de plus, tu peux pas dire ce que tu n'as pas le droit de dire. Ouais, non, Pour le bien sûr. moment, on n'a pas voilà. Mais voilà, c'est l'un des combats qui m'excitait de voir, mais je pense pas que ça va se faire. Ok, oui, bah, un peu difficile quand même. Mais d'ailleurs, on est dans une situation où, enfin, personnellement, moi, pour Abdul, pour Taylor, c'est différent, parce que pour moi, clairement, le next stop, c'est forcément l'UFC. Mais c'est vrai que pour Abdul, au regard de la popularité qu'il a gagnée à Ares, ça me dérangerait pas, tu vois, que l'UFC arrive quand l'UFC va arriver, mais qu'il reste à Ares et qu'il continue d'être main event à Ares au regard de l'ambiance qu'il y a à chaque fois qu'il combat. Ok, oui, Bah, bien sûr. et surtout que j'ai même envie de dire un truc, c'est au regard de ce qu'Abdoul est en train de faire à Ares et la position qu'il a à Ares, à savoir le mec est main event, le mec est sur les posters, ce serait dommage, je trouve, qu'il ait une position presque, et c'est pas du tout un manque de respect, anecdotique sur un UFC. Quand je dis anecdotique, c'est C'est même ça, pas dans la main card, tu vois. c'est ça, Alors que le gars c'est ça. mériterait au regard de ce qu'il fait. Bah, je ne pense pas que ce serait le cas. Tu vois les noms dont on parle, c'est intéressant. Ouais, complètement. Yann Gary, si je t'avais pas donné son classement, tu vois, non, je pense que Abdul, euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'on a aujourd'hui une bonne relation avec quelqu'un qui a été réglo avec nous, qui a joué le jeu jusqu'au bout, qui n'a pas refusé un seul combat, qui a pris des risques de malade et qui est juste en phase avec son organisation. Avec, vraiment, il est bien. Euh, il est vraiment bien. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, si je ne le retenais pas, Abdul serait déjà investisseur sur Ares. Mais pourquoi tu le retiens? Voilà. Il a demandé un bon ticket sur Ares, tu vois. J'ai dit, ah ouais, tu as bien mis le sous de côté, hein, t'es bien. Hein. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui l'intéresse, mais le rôle d'une agence aussi de conseiller, de dire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de gérer ça différemment. Et voilà, ça va arriver. Mais tout ça pour dire que avoir un ambassadeur comme Abdul, c'est une énorme charme, c'est quelque chose de bien. Et puis, on doit tenir à nos paroles. La parole qu'on donne à nos athlètes, c'est qu'on ne retient pas les personnes qui sont appelées par l'UFC, on leur ouvre les portes et on laisse leurs rêves se réaliser. Et c'est parce qu'il y a des gens comme Abdul qui passent à l'UFC qu'il y aura des dizaines d'autres Abdul qui vont se pointer sur Ares. Alors qu'en voulant le garder absolument, on se ferme des portes, on se fâche avec des amis à qui on a promis de les libérer le moment venu. Donc, Abdul se sent bien, il est toujours dithyrambique avec ce qu'on fait, mais aujourd'hui, on est tous en phase que si ça se confirme, il mérite d'aller dans un meilleur garde, d'autant plus que on le verra toujours sur les posters de l'ARES.
peut-être pas comme combattant, mais aujourd'hui, on voit bien Cyril sur le poster d'Ares. Il est bien ambassadeur d'Ares. Donc voilà ce qu'on gagne en relationnel aussi. C'est pas simplement de penser à. Il faut penser aussi à lui, à sa communauté, à ses fans qui veulent le voir évoluer, le voir grandir. Et il faut savoir laisser partir pour pouvoir recevoir mieux après les gens. Bah, Il y a, il y a, ouais, il y a, il y a vraiment il y a vraiment des petits génies qui poussent la porte en dessous. Il faut les laisser grandir. Faut leur déblayer un peu de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'on puisse créer de nouvelles stars. Affaire à suivre, peut-être dès Arrêt Suite le 2 septembre prochain. On va passer aux questions. Vous le savez, toutes les semaines, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Et on a une question qui est dans la lignée de, donc c'est dans l'espace commentaire sur YouTube, dans la lignée de ce dont on a parlé à propos de Nassourdine Imavov. C'est qu'est-ce que tu prévois pour l'UFC Paris pour Nassourdine? Donc la question complète, c'est on voulait, j'ouvre les guillemets, on voulait en tout cas pour ma part un combat de Nassourdine Imavov contre Gastelum qui a un certain statut dans la catégorie middleweight pour lui permettre une meilleure ascension. Son prochain combat se fera donc contre Buckley. Es-tu déçu? Donc tu as déjà répondu. Personnellement, je pense qu'au vu du dernier combat de Buckley, il bénéficie d'une très bonne hype qui pourrait être au profit de Nassourdine en cas de victoire. Quelles seraient les armes qu'il pourrait utiliser pour battre Buckley? Je pense que les armes à utiliser pour battre Buckley, c'est être Nassourdine lui-même. Et à pas, vraiment. Et là, tu te dis, oh, il est chiant, lui. Impossible de le coincer. Du coup. Non, mais non, je pense vraiment que Nassourdine, en étant lui-même un gros fusil à pompe qui charge, qui recharge tout le temps, je pense qu'on aurait dû le surnommer comme ça, un surnom du genre 12 gauge. Genre 12 coups, tu vois. Il recharge de ouf. Et donc, il a ses pistons qu'il envoie et je pense que c'est dessus que ça va se jouer. D'ailleurs, ces pistons justement de Nassourdine, moi, il y a énormément de gens qui me parlent de ça. Est-ce que toi, enfin, en termes de, je sais pas moi, c'est quoi rapport poids-puissance, ou en tout cas pour un middleweight, est-ce que c'est quelque chose qui te choque, la capacité qu'il a justement à avoir ces énormes pistons? Oui, absolument. Ce n'est pas tant la force qui est transmise dessus, parce que j'ai connu des gens qui transmettaient de la force sur les outils de percussion. C'est plus vraiment l'idée qui me revient en tête, c'est la recharge qu'il remet dessus. C'est-à-dire que le nombre de fois il est capable de réitérer ce genre de frappe. À quelle vitesse? La vitesse qu'il met est ridicule pour sa catégorie de poids. C'est ridicule. C'est des 57 kilos qui vont aussi vite. La puissance, dans le rapport entre la force et la vitesse qu'il met, ridicule. C'est impressionnant. Et puis surtout, la capacité à réitérer le même nombre d'efforts plusieurs fois avec les mêmes bras qui, sans comment dire, sans détériorer la qualité de la frappe, sans détériorer la qualité de la technique. Impressionnant. Il faudrait, le jour où tu as Cyril Gane en interview, demande-lui d'imiter le fusil à pompe de Nassourdine. C'est trop marrant. Il est très bon. Je ne saurais pas le faire. Mais il a une imitation incroyable de ça quand il imite la manière de Nassour de frapper du bras arrière et de refrapper dans la foulée, tu vois, de faire un retrait de bus, de refrapper plusieurs fois. C'est lui qui a apporté ce truc de fusil à pompe, tu vois. Ok. Et donc du coup, à part ça, parce que là on a divagué, mais donc Nassourdine d'être lui-même, sinon. Sinon quoi? Tu veux que je t'envoie le PDF comme ça tu le publies le PDF du game plan, sinon quoi? Non, mais encore une fois de plus, on sait que Buckley cherche quelque chose de spectaculaire, il frappe fort, mais je pense que très sincèrement, Buckley va faire la stratégie de S. De S. La seule défaite. Ouais, oui, de Philos. Ouais. Voilà, Philos. La seule défaite qu'on ait à l'UFC de Philos, je pense que Buckley va essayer de la réitérer. On a vu qu'il avait une lutte
assez lourde, assez, pas technique, mais une grosse lutte américaine, là, où il se pose sur toi, il lutte et puis il te tue. Je pense qu'il s'est dit que quand Nassoudine, tu le vois de loin, il est assez frêle et je pense que il s'est dit, bon, il y a moyen de le lutter, il y a moyen de le coincer. Et c'est à ça, en tout cas, c'est à ça qu'on s'attend. C'est qu'il soit fixé, qu'il puisse le fixer au sol, qu'il puisse le fixer sur la cage, et puis en sortie des cages, qu'il puisse sortir ses gros crochets pour aller chercher le KO. Ou éventuellement, c'est qui, y compris les kicks retournés, qui sont efficaces. Donc, ouais, je pense vraiment que l'idée, c'est de rester rapide, mobile et surtout agressif. Réponse le 3 septembre. On a ensuite une question d'Oussam. Chez nous, je préfère préciser, les gars, quand vous posez vos questions, c'est moi qui vais les lire ensuite et c'est moi qui dois assumer les conséquences de ce que vous écrivez. Donc s'il vous plaît, soyez polis. Alors, question d'Oussam. Question pour le King. Ne pensez-vous pas qu'il y a un manque de niveau en lutte au MMA Factory ? Virgule, je cite toujours, hein, ce n'est pas moi qui dis ça, je préfère prévenir, vu que tous vos combattants ont perdu à cause de la lutte. Alors. C'est possible. Tous nos combattants ont perdu à cause de la lutte, je doute fort. Oui, non, là c'est un raccourci voilà, un peu taquin. Mais il a un point qui n'est pas faux, que je dis d'ailleurs à mes athlètes, c'est que je le dis à la salle en disant on a un problème, vous êtes tous amoureux du striking et vous fréquentez très peu les coups de lutte et de ça. Mais c'est vraiment compliqué de dire ça, c'est relatif de dire ça, parce que il y a très peu de clubs où les gens sont capables d'accélérer les carrières avec des carences de lutte comme ça. Il y a très peu de salles où on est capable d'avoir des mecs qui se retrouvent tous au très haut niveau et pourtant ils ont des carences en lutte. De deux choses l'une. Pour que Cyril Gane arrive à faire du 100% défense, c'est soit il ne se met pas dans la situation où on peut le lutter, soit il est un bon lutteur quand même, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on peut le dire que quand tu te retrouves à affronter le top 3 mondial, Jairzinho, même s'il n'est pas un lutteur, mais toi aussi tu n'es pas un lutteur, mais tu le fais tomber 2 fois, on peut dire que tu sais lutter un peu quand même. On peut dire ça, on peut dire que si tu mets single leg à un Francis en pleine puissance et tout, et que tu lui fais un single leg décalé, le single leg sur lequel Stipe NCA a loupé, Cyril l'a fait. Vous allez revoir le single leg, Stipe prend le contrôle, il a le contrôle, il essaie de faire tomber, il échoue. Cyril prend le contrôle, il fait un décalage en rotation, décalage d'école, il oppose doucement sur le cul. Donc, on peut dire que tu sais un peu de quoi tu parles, tu luttes un peu, tu te débrouilles pas mal. On sait aujourd'hui que qui d'autre? Cite-moi qui te vient en tête comme athlète qui a perdu récemment et sur lequel on peut dire qu'il a perdu un. Alors, à mon avis, je pense que la personne faisait référence. Je pense à Cyril. Je pense peut-être au combat de Nassourdine contre Phil Hawes et peut-être aussi à Francis contre Stipe Miocic numéro 1. C'est ça. À mon avis, c'est les trois plus gros parce que sinon. Bah voilà. Du coup, c'est là où je vais arriver en disant vous vous doutez bien qu'avant que Francis n'arrive au titre mondial, il a fait 12 combats avant. Et toutes les personnes avaient pour mission de le faire tomber. Et il était au MMA Factory. Et il ne tombait pas. C'est factuel ce que j'ai dit là ou pas? Avec que quand il commence sa carrière, il combat contre Zoumana Cissé. Zoumana Cissé a déjà 7-0. Francis a 1-1, je crois. Et Zoumana essaie absolument de le faire tomber. Ensuite, il va au SHC, il combat contre Lungelagé. Lungelagé essaie absolument de le faire tomber. Et au lieu de le faire tomber, il se mange une guillotine.
Ensuite, il arrive à l'UFC contre Luis Enrique. Ouais. Alors, athlète des Jeux Olympiques du Brésil, il est 100% au MMA Factory à l'époque, Francis. Luis Enrique va échouer, va l'amener au sol une fois, mais la deuxième fois, va échouer, va se manger un KO. Ensuite, il va prendre Anthony Hamilton. Ah non, avant ça, il y a Blades. Avant ça, il y a Blade, l'un des meilleurs lutteurs de tous les temps à l'UFC. Il va le battre en défendant la lutte. Il a une amenée au sol qui passe, il défend la lutte, il le bat. Il est 100% au MMA Factory, il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Ensuite, il prend Anthony Hamilton qui essaie de le faire tomber et il finit par lui mettre une kimura, il le soumet. Il est 100% au MMA Factory. On est d'accord? Qui d'autre? Tu as vu tout le round qu'il a fait? Tout le monde a essayé simplement de l'amener au sol. Non, les gens ont tendance, ils ne se rendent pas compte à regarder le verre à moitié vide et ne se rendent pas compte. On a pris un mec from the scratch, zéro. Il n'avait pas une notion, il n'était pas au courant de ce qu'on appelle la lutte. Autant il avait une notion homéopathique sur la boxe, mais il n'était pas au courant de la lutte. Il a fait un chemin dans l'organisation la plus puissante au monde où tout le monde, les 10 premiers, voulaient le faire tomber et il ne tombait pas. On prend Cyril Gane. C'est annoncé, c'est écrit en grand sur sa tête. Champion de France de Muay Thai. Donc, dès qu'il y a un être humain qui venait face à lui, sa seule mission dans sa vie, c'était le faire tomber. Y compris des ceintures noires, comme ceux qui l'ont affronté à l'UFC. Et il a fait quoi? Soit il n'est pas tombé, soit il les a soumis. Le premier mec qui essaie de le battre, Bobby Sullivan, au TKO, il lui passe une guillotine. Le deuxième qui croise, c'est pas un lutteur, c'est un striker, il le bat debout. Le troisième qui croise, c'est un Brésilien de Souza qui est censé être ceinture noire, il le bat. Le quatrième qui croise, c'est à l'UFC, c'est un autre Brésilien, ceinture noire, il le soumet. Et tout ce que je vous dis là, il n'est jamais sorti du MMA Factory. Il a appris ça 100% au MMA Factory. Donc, c'est des raccourcis. Maintenant, je dis encore qu'on a une salle qui pond beaucoup plus les strikers qui pèsent au haut niveau. Et ça, c'était avant. Parce que la nouvelle génération, vous n'êtes pas prêts. Il y a une ancienne génération qui se bat à lutter pour devenir des meilleurs lutteurs. Mais on a une nouvelle génération qui se bat à lutter pour devenir des bons strikers. Parce que Nassoudine et Dagui Imavov sont des athlètes complets, mais ils luttent terriblement. Je ne suis pas sûr que si Nassoudine et Dagui faisaient les championnats de France de grappling, ils ne seraient pas sur le podium. C'est fort possible qu'ils soient sur le podium. Tous ceux qui les ont connus comme professeurs de sol reconnaissent qu'il y a un certain niveau. Ahmed Salamov, c'est quand même le MMA Factory. C'est probablement le pur gars de JJB dans sa catégorie le plus dangereux en France aujourd'hui. Ahmed Salamov, il est au MMA Factory. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire du sparring dans une salle en France où il y a de la lutte, la pure lutte, ça va être difficile de trouver une autre salle que le MMA Factory. Est-ce que tu connais, je peux citer qui, Zelim Khan? Si tu ne considères pas ce niveau de lutte, une lutte olympique de ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu connais Youssouf? Non, ça te dit rien. 57 kilos à l'INSEP, comment il s'appelle? Youssouf Deliev. Ça, c'est le futur du MMA Factory. Si tu le vois, si tu vois Youssouf tourner avec Taha Djerbi, qui a été champion de France de Sambo, qui a fait les championnats du monde de Sambo, et tu vois ces deux jeunes de 57 kilos tourner, tu as l'impression que tu es en train de regarder un film d'action, un film d'adulte. Tu vois. Enfin, c'est un autre niveau. C'est une lutte de très, très haut niveau. C'est du très haut niveau. Tu as Vladimir à 84 kilos. Tu as les frères Abou et Tourpal. Tourpal que vous avez vu qui a gagné le bonus de 10 000 sur Ares, qui a fait sa soumission à moins d'une minute. C'est l'un des meilleurs lutteurs qu'on ait à 70 kilos, 66 kilos en France. Son frère Abou, qu'on ne connaît pas encore, Younoussov, qui va arriver bientôt, vous allez entendre parler, c'est une lutte de malade. Tourpal Ali, qui a gagné ce week-end au SHC ensuite, c'est un autre niveau de lutte, d'une violence incroyable. Vous devez regarder ce sparring avec Nassoudine Imavov. Jordan Zebo, le seul mec qui a cassé la cage dans une organisation au monde.
vous avez vu sa lutte. Ok, ce n'était pas contre un lutteur, c'était face à Karim Gadji, qui est un striker. Mais quand même, vous avez vu que c'est un jeune qui a une appétence pour la lutte. Euh, Adel Chérif, lui, ce n'est pas la lutte. C'est juste que si vous voulez lutter, il ne dit jamais non. Il vous attire au sol. C'est une ceinture marrant de JJB, mais l'un des plus dangereux aujourd'hui. Et en termes de sparring, c'est qualitatif. Tu vois. Adel, c'est vraiment un très bon niveau en bantamweight. On a quoi d'autre? Maga Benjamin, c'est l'un des professeurs de lutte au MMA Factory, qui est l'un des anciens athlètes de l'US Metro. On a qui? Baisango Shamsuddinov. Vous trouvez que sa lutte n'est pas bonne, Baisango? Vous avez Kidos, Fallo Diop. C'est un Sénégalais qui a une signature de lutte sénégalaise assez efficace. C'est très difficile aujourd'hui, sur le même tapis, d'avoir tous les gens que je ne vous parle pas de Shamil Gaziev que vous avez vu récemment sur tournée. Je ne vous parle pas de Slim Krabeski, qui n'est plus au MMA Factory, qui est en Allemagne, mais que vous avez vu tourner au MMA Factory pendant très longtemps. C'est du très, très haut niveau de lutte. Il y a peu de gens qui peuvent lutter de cette manière. Et par rapport à ça, justement, est-ce que toi, c'est quelque chose où t'as mis un point, enfin, t'as mis un point d'ordre à te dire c'est important de pallier peut-être cette lacune-là et donc d'aller recruter des talents qui viennent de la lutte, ou alors tu t'es dit, bah, plutôt que d'être dans cette situation-là, que ce soit pour Francis ou pour Cyril, qui sont les exemples les plus connus, enfin, c'est de se dire, on était avec des exemples où forcément les gars ont commencé tardivement, donc il y a des carences qui vont pas pouvoir récupérer en lutte et donc autant miser sur finalement leurs points forts. Est-ce que donc toi, là, ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces nouveaux talents qui arrivent, c'est toi qui as été proactif dans leur recherche ou tout simplement c'est des gens qui viennent au MMA Factory parce qu'il y a la réputation qui est avec Il y a un peu des deux. On va dire 60%, la réputation nous aide et tout. Les gars viennent tout seuls. En général, on a une débâcle incroyable des mecs qui viennent de le 12e arrondissement, le 91 boulevard Poulinatowski du MMA Factory, ici à 5 minutes de l'INSEP. Donc, tous les grands lutteurs, on a Kumba Larocque, la lutteuse qui est aujourd'hui, on va dire, le porte-flambeau de la lutte française, Kumba Larocque. Elle vient au MMA Factory s'entraîner. Quand tu les retrouves à la salle, quand tu vois Kumba, quand tu vois Zelinkan, quand tu vois Youssouf, tu revois l'INSEP, quoi. Il y a l'INSEP quand tu vois Jonathan Thiam, qui a été à l'équipe de France de lutte pendant longtemps, qui est le professeur de lutte à la salle. Donc, Jonathan Thiam qui enseigne la lutte, Maran Benjamin qui enseigne la lutte, Zélim Khan qui enseigne la lutte. C'est très difficile de trouver mieux. C'est du très, très haut niveau. Les gens voient ce qui se passe en très haut niveau et prennent des cas particuliers sur lesquels on a choisi de prendre des raccourcis. Il y a deux manières de faire les choses. Francis Ngannou arrive au MMA Factory. Je me dis, ce mec, je ne le fais pas partir sur des grosses compétitions s'il n'a pas un niveau de lutte de champion d'Île-de-France de lutte. Je le mets à la lutte, je lui apprends la lutte. Je me force à enseigner les détails de la lutte et pendant ce temps, il perd le temps. Il n'a pas l'ascenseur social qui s'accélère. Mais ou alors, je choisis de me dire, je vais lui donner ses points forts. Dès qu'il arrive à la salle, je lui dis, OK, on oublie les plats à plat, on oublie les pieds à plat, on va se mettre sur la pointe des pieds, on va toucher sans se faire toucher. Et du coup, on peut rapidement prendre des raccourcis, prendre vraiment couper les circuits, arriver très rapidement sur le haut niveau. En l'espace de 6 combats, le mec, il signe à l'UFC. On prend Cyril Gane. À l'espace de 2 combats, il signe à l'UFC. Pourquoi? Parce qu'avec le style qu'on lui donne, il est capable de combattre au très, très haut niveau, très, très rapidement. Voilà ce dont je suis fier. C'est que, est-ce que vous avez vu le combat Ibrahim Mané contre Magomedov, je crois, un caucasien de la Suisse? Est-ce que vous avez vu ARS Fighting Volume 7. Est-ce que vous avez vu? Ok, si vous ne vous rappelez pas, si vous voulez voir le protocole, comment appliquer le protocole pour ne pas tomber, allez voir Ibrahim Mané lutter, défendre la lutte contre un mec qui est un spécialiste de la lutte. Voilà ce qu'on enseigne au MMA Factory. Ibrahim Mané, très grand combattant devant l'Éternel. Sauf que quand il combattait au brève et tout, il tombe au sol, il ferme la garde, il bloque le mec, il ne veut pas prendre les coups de poing, il ne sait pas quoi faire. Il est arrivé au MMA Factory. On lui a donné un protocole simple. Voilà ce que tu fais. Dès que tu tombes, tu rames, tu poses ton dos sur la cage. Le sol ou la cage, c'est le meilleur ami de ton dos.
Personne ne passe dans ton dos. Tu utilises tes bras pour te relever. Tu éloignes tes bras quand on veut les choper. Tu remontes. Si le gars, il t'attaque la jambe, attaque le cou. Quand tu attaques la guillotine, il est obligé de sortir. Il a appliqué le protocole comme il était marqué dans le mémo. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Voilà ce dont on est fier. Et donc, il n'y a pas que de la lutte offensive. Il y a de la lutte défensive ou il y a de la non-lutte. C'est très intelligent d'être capable de ne pas donner l'opportunité à l'autre de lutter. On rigole souvent quand on parle de toucher sans être touché. Quand j'entends le clin d'œil qui fait Abduragimov à la presse-conférence et on lui dit mais c'est quoi ton style et tout, et il dit mon style c'est de toucher sans être touché. En réalité, il est trop loin du toucher sans être touché, mais en gros, on en rigole, mais c'est un style ultra efficace dans le sens où ça te met à l'abri, ça te permet de prendre un ascenseur social très rapidement. Et effectivement, quand tu arrives au sommet, comme il est arrivé Cyril Gane, que tu échoues sur la ceinture, bah là, tu te dis, bon, j'ai plus rien à perdre. J'ai pris tous les raccourcis possibles qui existent. On m'a fait monter. J'étais un smicard, je touche aujourd'hui le million, je peux quand même m'asseoir et apprendre la lutte. C'est du bon sens. Enfin, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas correct ça et qui te dit, ouais, non, vous avez des lacunes, tu aurais dû lui apprendre la lutte. Je dis, pourquoi tu ne fais pas pareil? Pourquoi tu ne prends pas un poids lourd facile et tu lui apprends rapidement la lutte et tu l'amènes à l'UFC? Pourquoi vous ne réussissez pas à le faire? Parce que nous, on l'a réussi. Nous, on réussit à le faire, à prendre des mecs qui ne sont pas des lutteurs, les amener avec un style anti-lutte, à arriver sur la ceinture de l'UFC. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on est capable de faire, c'est de faire que un mec comme Ibrahim Mané, pour lequel la lutte, c'était un cauchemar, c'était un truc imbattable, c'était un cauchemar, il arrive à la salle et il dit « Wow, wow ». Et je le vois, j'étais aujourd'hui avec lui, aujourd'hui à la salle d'entraînement, et je le vois qui est là, qui sourit, qui est épanoui, qui vit bien, qui est content. Et tu sens qu'il a fait un step up dans sa vie. Donc, je pense que la question, elle est pertinente, la question du monsieur. Juste qu'on n'a pas tous les éléments. On compare ce qui est incomparable. Si on prend les éléments, les assets de chaque club à lutte égale, je ne suis pas sûr qu'il y ait un club de MMA actuellement en France qui a autant de lutteurs de qualité que le MMA Factory, actuellement, à date. Maintenant, sur le très haut niveau, quand on voit l'échec de Nassoudine sur son premier combat à l'UFC, qu'on voit l'échec de Cyril Gane sur le titre mondial, qu'on voit l'échec de Francis Ngannou sur la première fois à son titre, effectivement, cet échec-là nous donne un petit couloir. On s'est dit, oh, ils sont faibles en lutte. Et du coup, j'ai envie de rejoindre mon ami Clément Macou qui disait, si j'échoue, j'aimerais bien échouer comme Fernand Lopez ou en tout cas comme le MMA Factory. C'est bien d'échouer à la ceinture, quoi. Enfin, avant d'y arriver, moi, j'aimerais bien ces gens-là qui disent oh non, c'est rien, ce sont que des poids lourds. Les poids lourds, c'est facile. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Pondez-nous des poids lourds. On a besoin de beaucoup de poids lourds. Ces mecs-là, on a besoin qu'ils aillent entraîner des poids lourds qui peuvent tout arracher et aller gagner la ceinture de l'UFC. Ça reste une ceinture. La France serait très fière d'avoir une ceinture de l'UFC. Et puis, ceux qui disent ce ne sont que des filles, c'est facile pour les filles. Bah, prenez une fille, entraînez-la, faites-la monter, arrivez sur la ceinture. Moi, je pense que c'est pas si facile que ça. Je pense qu'il y a un vrai travail derrière. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gars là qui viennent du Daghestan, de l'Ossétie, de très bons lutteurs, qui viennent compléter ce qu'on a, qui viennent nous aider dans la catégorie. Ils sont encore faibles. Mais attention, là, Benjamin Manga est en train de développer une équipe de lutte qui va participer d'abord au championnat d'Île-de-France de lutte, ensuite monter. Donnons-nous rendez-vous dans 3 ans et on parle du club de lutte de MMA Factory. Allez, let's go. Let's go, let's go. On va voir ça. Bon bah très bien. Et bah c'est terminé pour cette semaine pour les questions. J'avais juste un dernier point. Je ne sais pas si vous avez regardé Canal+,
dimanche dernier à 23h30. C'était la Ligue des Champions du coaching avec Fernand qui était là aux côtés d'Arsène Wenger, de Guy Novès, Onesta et Patrick Mouratoglou, donc ancien coach de Serena Williams. Je voulais t'en parler de vive voix parce que quand même, c'est le plateau, enfin, quand ce que vous appréciez Fernand ou non, c'est un truc de malade dans le sens où, enfin, mine de rien, un sport aussi petit que le MMA se retrouvait mis en avant comme ça. Est-ce que toi, t'as été intimidé ou pas? Non, j'ai pas été intimidé parce que je suis un ignorant Ah bah voilà. voilà, je suis un ignorant pour la petite histoire. Euh, quand Antoine me trouve dans la salle de maquillage et il dit Fernand, ça Donc va? Tu Antoine, connais, Antoine Decaune. Voilà, c'est ça. excusez-nous. Oui, 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 oui. C'est ça. Voilà, et salut Fernand, Fernand, ça va et tout, ça se passe bien le maquillage, tu connais Arsène? Je fais ouais, et je tourne ma tête et je me rends compte qu'à côté de moi, c'était Arsène Wenger qui était en train de se maquiller. Et que je savais que je le voyais quelque part. Je me dis, mais sa tête me dit quelque chose. Mais je suis vraiment pas bon. C'est que enfin, ce n'est pas un secret. Le foot, on sait que je ne m'y connais pas. Je suis pas bon, tu vois. Et puis les autres, je les avais vus euh, vite fait. Et par contre, je me suis régalé. C'est, tu vois, les gens qui disent souvent sur les débats qu'ils veulent la, euh, comment ils appellent ça, la contradiction. Mhm. Il y a des gens qui disent, oui, mais Guillaume, tu ne mets pas de la contradiction dans tes débats. Ça veut dire que le gars, oui, Michael Lebou, comment ça se fait, Lopez est venu, tu ne lui as pas mis de la contradiction. Les gars, ce n'est pas toujours un débat politique, genre comme on va faire des élections et puis toi tu vas être présent, les deux candidats ont dit faites de votre programme et donc il y a de la contradiction. Il y a des débats où on échange et je me suis régalé parce que il y avait pas place à la contradiction. Il y avait des experts qui étaient en train de parler des trucs et j'étais le plus jeune de tous ces experts et le moins capé, mais qui représentait un sport qui est nouveau, mine de rien. Et je me suis régalé parce que chacune des phrases avait tout un sens. C'était juste un gros enseignement. Quand tu fais des formations et tu arrives à un niveau de formation, aujourd'hui, je passe un Master 2 où il y a un certain niveau, c'est une nomenclature 7, il y a euh, enfin, nomenclature 2, c'est plutôt bac plus 7, et il y a certains niveaux où tu te dis, les gens arrivent, ils ne te donnent plus des formules, machin, et ils te donnent la philosophie, ils te donnent la vision du sport. Et là, tu échanges avec des mecs qui, en un mot, et tu dis, en fait, le gars, il a dit une phrase et j'ai l'impression que j'ai fait une formation dans son école, tu vois. Et bon, voilà, c'est super enrichissant et c'était bien. J'ai passé un bon moment, un moment de divertissement qui m'a plu. C'est toujours disponible, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le regarder sur la rediffusion de Canal+, même en première page d'ailleurs, de page accueil, c'est intéressant. Mais voilà, j'ai été plutôt impressionné par la simplicité de ces personnes qui avaient des. Enfin, moi, j'ai connu Guy Novès. Bah c'est pour ça surtout, parce que t'as Enfin, commencé par le rugby quand même, donc c'est voilà. ça, j'ai connu Guy Novès, j'étais un gosse et je le voyais déjà diriger. Ce mec, il a été nommé, enfin, il était quand même désigné comme étant le meilleur entraîneur de rugby des 15 dernières années. Être assis à la même table que ce monsieur à échanger sur pas mal de choses et tout, c'est dire l'évolution de notre sport. La discipline sportive, elle a terriblement évolué. De pouvoir la retrouver en mainstream avec des discussions comme celle-là qui sont plutôt dans la construction et l'éducation, j'ai pris mon pied. C'était génial. Et ben voilà, donc c'est disponible en rediff. Peut-être un seul petit truc, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus long en mode format podcast, peut-être. Parce que c'est vrai que là, on sentait que c'était au format TV, donc il y avait peut-être moyen de grappiller une petite heure en plus, je pense. C'est ça, mais encore une fois de plus, ça te donne des idées. Ouais, c'est ça. J'espère que tu pourras faire ce genre de débat où tu appelles un certain nombre d'experts, pour le coup des sports de combat,
même pas forcément du MMA, si tu pourrais, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire un truc exceptionnel, un King NDG exceptionnel où on a un expert de boxe anglaise, un expert de karaté, un expert de sanda, un expert de lutte libre, un expert de sambo, et qu'on réunisse toutes ces personnes autour d'un podcast et on y va pendant 2 à 50 minutes. C'est un format, tu veux pas qu'on fasse ça pour... Et ben voilà, on va essayer de préparer quelque chose comme ça, une petite masterclass. Voilà. Donc les gars, en commentaire, mettez-nous les noms de qui vous voyez. Est-ce que en boxe anglaise, on fait venir Ibrahim Asloum ou est-ce qu'on fait venir John John Dovey? Dovey, voilà. Est-ce que en Sanda, on fait venir Pierre-Yves Roquefort, qui était l'ancien DTN de la fédération de Sanda, ou est-ce qu'on fait venir, comment il s'appelle, il y a un expert de Sanda qui est maintenant et qui est aux États-Unis. Tu te rappelles de son nom? J'oublie son nom. Il va me tuer parce que c'est un ami. Ah, a.k.a. Oui, et qui est un Français. Ah, je l'ai au bout de la langue, ça m'énerve ça. Archi sympa, un mec archi sympa. Il est combattant des MMA, il est Aiki, mais il a commencé par le Sanda. Ok. Je n'ai Tu pas. vois. Je n'ai Et pas. est-ce que voilà, il faut faisons. Est-ce que mettez en commentaire les noms qui vous paraissent corrects pour qu'on puisse les avoir et qu'on fasse un beau plateau où il y a une dizaine d'experts de 10 sports différents qui peuvent venir autour d'une table, parler avec beaucoup de connaissances et puis évoquer un peu la philosophie de leur sport et comment ils voient le métier Ah, de... c'est bon, j'avais en tête sa carrière en kickboxing. On l'avait même interviewé, il s'appelle Thomas Diagne, Diagne. Exactement. Thomas Diagne, voilà. Voilà. Dès que tu as dit, je me suis rappelé. Voilà. Diagne, Thomas Diagne, c'est ça. Voilà, C'est ça, il va me tuer parce que c'est vraiment un mec ultra sympa. C'est vrai, c'est vrai. On discute souvent par téléphone et tout, et j'adore le mec. Et en tout cas, je pense qu'on pourrait faire un beau plateau avec des personnes qui pourraient venir nous parler comme ça de ce qu'ils font et de la vision qu'ils ont de l'évolution de leur sport. Et ben voilà. Bah à suivre, réponse dans quelques semaines. Merci le King et à la semaine prochaine. Salut DJ, merci.